Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par la CEPAM de l'Indre, hein, donc consacré au lien entre changement climatique et santé. Comme vous le savez peut-être, hein, face à l'urgence climatique, l'assurance maladie se structure en tant qu'entreprise d'un service public de plus de 82 000 collaborateurs, mais aussi en tant qu'acteur du système de santé pour jouer pleinement son rôle dans la transition écologique. En déclinaison au niveau local, la CEPAM de l'Indre initie depuis quelques années des actions portant sur la qualité de l'air, la réduction de l'empreinte carbone et la promotion des mobilités douces. Et dans cette perspective, il nous apparaît primordial de nous appuyer sur l'expertise développée dans le domaine de la recherche pour développer ces nouvelles politiques de santé. C'est à ce titre que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Kevin Jean. Kevin, vous êtes épidémiologiste et professeur junior en santé et changements globaux à l'École normale supérieure PSL au sein de l'Institut de biologie. Vous êtes titulaire d'un doctorat en épidémiologie et santé publique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et d'un postdoc réalisé à l'Imperial College de Londres. Vous avez été maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers entre 2016 et 2024. Vos recherches s'articulent autour de l'évaluation des stratégies de prévention en santé publique en combinant des approches épidémiologiques et de modélisation mathématique. Vous vous intéressez particulièrement aux co-bénéfices sanitaires des politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, ainsi qu'à la prévention des maladies infectieuses telles que le VIH, la fièvre jaune, l'hépatite C et la COVID-19. En parallèle, vous avez également contribué à la vulgarisation scientifique sur les enjeux climatiques et sanitaires et les bénéfices des actions climatiques pour la santé publique. Nous sommes honorés de bénéficier aujourd'hui de votre expertise pour éclairer les enjeux cruciaux que pose le changement climatique sur la santé, et j'ai envie de dire réciproquement. Donc, Monsieur Jean, cher Kevin, je vous cède la parole pour votre présentation. Merci beaucoup, Jocelyn, pour l'introduction. Alors, je suis désolé, on va pas pouvoir me voir aujourd'hui à cause de la version de Zoom enfin, voilà, que j'utilise. Donc, désolé pour ça, mais j'espère que vous m'entendez bien et c'est pas très, enfin, l'essentiel est plutôt sur le diaporama. Donc, merci beaucoup pour cette très belle introduction. Donc, voilà, comme Jocelyn l'a expliqué, moi, je suis un épidémiologiste qui vient du champ de la prévention, de l'évaluation des effets de la prévention en santé publique, plutôt dans le champ des maladies infectieuses, mais depuis quelques années, en utilisant les mêmes méthodes que celles qu'on utilise dans les maladies infectieuses, je travaille sur le lien entre changement climatique et santé, et à la fois sous l'angle des impacts du changement climatique sur la santé, mais aussi et surtout les impacts de politiques climatiques sur la santé, ce qu'on appelle les co-bénéfices, et dont on va parler aujourd'hui, et ce qui fait un peu l'objet du titre de ce séminaire, hein, et si finalement c'était la santé qui pouvait être utilisée comme levier d'action face au changement climatique. Ah, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le changement climatique, on en parle beaucoup au futur, mais il faut bien garder en tête que le changement climatique, il est déjà là. En 2024, on est à plus 1,3 degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, et ça nous donne déjà un avant-goût, hein, de ce qu'est un futur ou un climat qui se réchauffe. Ce climat qui se réchauffe, il a des conséquences, il impacte les populations humaines principalement par ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Donc les canicules, hein, on sait que les canicules comme celle de 2022 sont rendues 3 fois plus probables, plus intenses par le changement climatique. La canicule de 2022 pourra devenir un été moyen en 2050, hein, si on reste sur notre trajectoire de réchauffement climatique. Un autre type d'événement extrême qui commence à inquiéter, ce sont les canicules marines, cette fois les canicules sous l'océan qui ont un effet très fort sur la biodiversité et donc sur les subsistances de personnes, notamment sur les pêcheries, hein, et donc des larges populations humaines qui vivent de cette biodiversité marine. Ces canicules peuvent entraîner des sécheresses qui vont avoir des impacts sur la ressource en eau, sur la production agricole. Là aussi, on sait que le changement climatique a d'ores et déjà augmenté le risque de sécheresse dans certaines régions, notamment les régions subtropicales. Sécheresse, canicule, perturbation du régime des pluies, pardon, rend également les conditions météorologiques plus propices aux incendies. Donc là, on n'a pas un chiffrage, une attribution très ferme, mais on sait qu'en tout cas, ces incendies sont rendus plus fréquents de l'effet du changement climatique. Et enfin, les précipitations extrêmes qui peuvent donner lieu à des inondations terribles, hein, comme celles qu'on a vues à Valence en fin 2024, là aussi sont rendues plus intenses et plus probables de ce qu'on dit, ce qu'on appelle les sciences de l'attribution, donc ces nouvelles sciences climatiques qui permettent en quelque sorte de chiffrer la responsabilité du changement climatique d'origine humaine dans ces événements climatiques extrêmes.
Voilà, on en est là, 1,3 degré de réchauffement, et comme on le dit, c'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Vous savez que l'accord de Paris a acté le fait que les Nations Unies s'engageaient pour un réchauffement limité en dessous de 2 degrés, voire même d'1,5 degré. Eh bien, en fait, on n'y est pas du tout. Selon, si on s'en suit, si on en suit les contribution des États, c'est-à-dire les engagements que les États prennent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On est sur cette courbe rouge, hein, les implemented policies, donc les politiques mises en place qui nous conduisent plutôt vers un réchauffement climatique de l'ordre de 2 voire 3,5 degrés, avec une incertitude bien large, parce qu'il faut encore que les États mettent effectivement en place les politiques sur lesquelles ils s'engagent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc un futur plutôt à la fin du siècle de l'ordre de 3, 4 degrés peut-être de réchauffement climatique. Et donc, on voit que ces événements climatiques extrêmes, dont on a un avant-goût, plus 1,3 degré de réchauffement, pourraient être là aussi rendus plus fréquents, plus intenses, plus longs sous ce régime de réchauffement climatique. On a vraiment ce problème. Nous n'arrivons pas à respecter les engagements de l'accord de Paris. Si on voulait atteindre un réchauffement limité à l'ordre de 2 degrés, il faudrait suivre la courbe en vert, voire la courbe en bleu pour un réchauffement limité à 1,5 degré, c'est-à-dire réduire rapidement et massivement les émissions de CO2 avant 2030. C'est cette petite ligne en pointillé, c'est le fossé qui nous sépare entre l'objectif de l'accord de Paris et les intentions des États. On a un réchauffement climatique que, pour l'instant, les engagements des pays n'arrivent pas, enfin, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour limiter ce réchauffement climatique par rapport aux accords de Paris. Et on sait que cela se traduira par des événements climatiques extrêmes et des impacts encore plus. On peut passer à voilà, la diapo suivante. Et en termes d'impact, ben évidemment, hein, ces impacts, on en aura sur la production agricole, la ressource en eau, c'est le bloc de gauche dans ce graphique, mais également sur la santé des populations humaines et leur bien-être. Ici, c'est un graphique qui résume toutes les données observées, donc les effets du changement climatique d'ores et déjà observés jusqu'en 2020, puisque ce rapport a été rendu en 2022, c'est le rapport du groupe 2 du GIEC. 2022, donc les effets déjà observés du réchauffement climatique en 2022 sur la santé, et le bien-être humain. Donc, on voit des impacts déjà négatifs pour les maladies infectieuses, la chaleur, la malnutrition, la santé mentale et les déplacements de population, donc pour ce bloc du milieu. Mais on voit également des impacts négatifs sur le bloc de gauche, hein, sur la ressource en eau et la production agricole, et puis également sur les infrastructures humaines, le bloc de droite. Donc, ce que nous dit ce graphique du GIEC, hein, ce sont que les éléments scientifiques nous disent que d'ores et déjà, le changement climatique a un impact sur la santé. Et surtout, donc, vous voyez que chaque ligne correspond à une région du monde. Et ce qu'on voit bien là aussi, c'est qu'aucune région n'est à l'abri du changement climatique. L'Europe, pas plus que les autres. Euh, si on passe à l'animation du diagramme, on va voir l'Europe qui va apparaître, donc la ligne du milieu, où on a pour l'Europe des effets négatifs du changement climatique sur la santé, pas d'effets positifs, pas de bonnes nouvelles du changement climatique sur la santé. On entend parfois qu'on aura moins de jours froids, moins d'épidémies l'hiver. L'effet net est très largement négatif, et ça pour toutes les régions du monde. Est-ce qu'on peut passer, voilà, aucune région à l'abri, hein, c'est vraiment le message de ce graphique. Et on est déjà sur, c'est encore une fois le changement climatique d'ores et déjà observé, ces effets d'ores et déjà observés. Des impacts qui sont d'ores et déjà graves, mais qui pourraient devenir catastrophiques pour un réchauffement climatique de l'ordre de 3 degrés à 4 degrés, comme nous conduisent les trajectoires actuelles. Voilà les effets. On peut passer à la diapositive. Donc, l'idée, c'est que donc, voilà, ces réchauffements climatiques qui sont multiples, on a des classifications diverses selon les différentes instances qui vont les catégoriser. Dans un article de vulgarisation, j'avais essayé d'illustrer, plutôt que de rendre de manière exhaustive la liste de ces effets sur la santé, mais plutôt d'essayer de les illustrer, ces effets du changement climatique sur la santé. On peut trouver au moins 7 dimensions par lesquelles le changement climatique va impacter la santé des humains. Je ne vais pas tous les détailler, on va en illustrer quelques-uns dans cette en première partie de cette conférence. On peut passer à la diapo suivante. Donc le premier effet, celui auquel on pense le plus naturellement, ce sont les effets du changement climatique liés aux chaleurs extrêmes. Diapo suivante. Donc les chaleurs extrêmes, hein, le corps humain nous sommes des organismes endothermes, nous régulons la température interne du corps humain qui peut augmenter sous l'effet de l'activité physique et également de la chaleur et de l'air ambiant.
chaleur de l'air ambiant, ce qui va avoir des répercussions à tous les niveaux du fonctionnement, tous les niveaux du métabolisme, hein. Les échanges sanguins peuvent être affectés, c'est ce qu'on voit en haut à gauche de ce diagramme, ce qui peut causer même des décès à l'échelle cellulaire, à l'échelle des organes. Certains organes vont être plus infectés que les autres, le cœur notamment, parce que sous l'effet de la vasodilatation, de la transpiration, le cœur a une demande plus importante, hein. Il doit battre plus fort, envoyer du sang dans des tuyaux plus grands, finalement, à cause de la vasodilatation qui permet l'échange thermique, ce qui va entraîner une demande cardiaque plus importante, une demande cardio-respiratoire, c'est le bloc de droite. Et enfin, finalement, on va avoir également un effet sur la gestion le métabolisme des fluides liquides dans l'organisme, hein. La transpiration est diminuée, l'apport, enfin, le volume circulant, ce qui a un effet là aussi sur la fréquence cardiaque, la pression cardiaque, mais également sur les reins qui travaillent plus. Et donc, encore une fois, on a cet effet de la chaleur qui va impacter différentes échelles de l'organisme, différents organes, et qui va se traduire par des effets sanitaires extrêmement variés, le fameux coup de chaleur, hein, la première un peu malaise qu'on va avoir, qu'on va ressentir dans les effets de la chaleur, mais ça peut se traduire également par des pathologies très très diverses, des pathologies cardiovasculaires, ce sont les premières causes de décès en période de forte chaleur, également des pathologies respiratoires, des pathologies rénales, hein, l'exposition à des vagues de chaleur peut entraîner des pathologies rénales chroniques. Cela peut avoir un effet particulièrement préoccupant en santé périnatale chez la femme enceinte, hein, avec des issues de grossesse défavorables l'effet des vagues de chaleur. Et là aussi, de manière peut-être encore plus surprenante, on voit un lien très fort entre température extérieure et santé mentale. C'est ce qu'on voit le nombre d'accidents de la route, par exemple, qui va augmenter avec la chaleur, mais également les violences interpersonnelles et les suicides. Donc voilà, ces effets sur la chaleur, les effets, pardon, de la chaleur sur le corps humain sont extrêmement variés. Les effets des canicules elles-mêmes commencent à être documentés. En France, on a maintenant les chiffres de Santé publique France qui nous expliquent que les vagues de chaleur anormales, hein, donc vraiment les anomalies de température positives en France durant les étés, ont causé depuis 2014 30 000 décès en excès en France. Donc ça, c'est vraiment le fardeau des canicules successives. Pour 2022, donc la canicule la plus forte qu'on a eue depuis la canicule 2003, est-ce qu'on peut passer l'animation, s'il vous plaît? Pour 2022, Santé publique France a estimé que pour le seul été, donc 2022, ça a vraiment été cet été avec trois vagues de canicule, hein. 7000 décès en excès pour l'été 2022. Alors, c'est moins que la référence maintenant en France, qui est la canicule de 2003. On a mis en place un système, bah, la canicule était moins forte et un système de réponse à la canicule, de gestion de la canicule a été mis en place, mais c'est quand même 7000 décès en excès, avec quelques leçons intéressantes quand même. C'est que sur ces 7000 décès en excès, on avait un tiers, entre guillemets seulement, de ces décès qui survenaient durant les jours d'alerte canicule. Ce qui signifie en creux que 70% de ces décès survenaient hors des jours d'alerte canicule. Donc les jours d'alerte canicule, c'est 6% des jours sur l'été de 2022. Donc quelque part, si on a une concentration de 30% des décès sur 6% des jours, on a cette mode de gestion des canicules, hein, où on gère des pics de chaleur qui est pertinent, mais ça veut dire quand même en creux que 70% des décès liés aux fortes chaleurs en 2022 survenaient en dehors des jours de canicule, en dehors des jours d'alerte. Et donc ça nous illustre quelque chose qu'on connaît bien en santé environnementale, c'est qu'on a parfois plus de fardeau dans des plateaux de risque, donc des niveaux hauts, mais pas suffisamment hauts pour déclencher des pics, et des niveaux hauts qui sont très fréquents dans le temps. Donc ces plateaux de chaleur tuent plus que les pics de chaleur. C'est le moment où on va déclencher les seuils de gestion. C'est à peu près la même chose pour la pollution atmosphérique, hein. On déclenche des mesures lors des pics de pollution, mais finalement, le gros de la mortalité se concentre sur des plateaux, donc des jours à niveau élevé, mais pas suffisamment élevé pour déclencher des mesures. Voilà. Et l'autre leçon, c'est que on a souvent l'image, donc les décès concernent des personnes âgées qui seraient décédées peu de temps après de toute façon. Ce qu'on entend souvent, bah, finalement, c'est bon, la mortalité pendant les chaleurs, effectivement, concerne des personnes de plus de 75 ans, mais un tiers quand même de ces décès concernent des personnes de moins de 75 ans, qui montre bien qu'on n'est pas sur de la mortalité de personnes vraiment très très avancées en âge exclusivement. On a bien un effet qui n'est pas seulement on va dire, un avancement de l'heure ultime, hein, pour ces personnes. On peut passer à la diapo suivante. Quelques illustrations là aussi des effets un peu moins attendus du changement climatique sur la santé. On a un lien entre changement climatique et qualité de l'air. Alors, on a un lien évidemment
causale, on va dire, puisque les activités humaines qui vont émettre des gaz à effet de serre et donc amplifier le problème climatique sont également les mêmes hein, que celles qui vont causer de la pollution atmosphérique et donc là un effet sur la santé à court terme. Hein. On a cette distinction entre polluants de l'air qui vont causer des problèmes sanitaires à court terme et effet de gaz à effet de serre qui là cause le problème climatique. Mais finalement, les deux trouvent leur source dans la combustion d'énergie fossile principalement. Hein. Brûler du pétrole, du charbon, du gaz, ça à la fois ça émet des polluants et ça émet des gaz à effet de serre. C'est vraiment ces activités qui sont la cause première. Donc notamment en France, hein, le trafic routier, le chauffage des habitations qui là utilisent de la biomasse, pas forcément du type à gaz à effet de serre. Donc on a cet effet. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on se rend compte que si on maintient stable hein, les émissions de polluants, c'est-à-dire qu'on change assez peu nos activités industrielles ou le transport, le secteur des transports, le simple fait du réchauffement climatique va aggraver les causes et les émissions de polluants. Deux illustrations de ça, ce qu'on appelle la pénalité climatique due à l'ozone. L'ozone, c'est un polluant secondaire qui se forme avec des polluants, donc des précurseurs de polluants, des composés organiques volatiles et du NH2 et de l'azote, enfin, des NOx sous l'effet de la chaleur et de conditions d'ensoleillement. Et donc, avec des températures qui vont augmenter pour la même quantité, si vous voulez, de précurseurs de polluants, on aura dans le futur plus de pics d'ozone, on aura une augmentation du simple fait du réchauffement des températures, de la pollution à l'ozone, donc de ce polluant secondaire. Euh, Même si, je veux dire, enfin, à émission de polluants constants, le réchauffement climatique va causer plus de pollution et de pics d'ozone. L'autre illustration, là aussi, d'un effet du changement climatique sur la pollution atmosphérique, mais ce sont ces feux de forêt. Hein, on en a parlé, hein, des conditions sous incendie qui sont plus fréquentes, qui vont générer des feux de forêt. Ben, ces feux de forêt génèrent des particules fines qui contribuent aux particules fines et au fardeau des particules fines, qui sont même plus toxiques que les particules fines classiques. Et dans certains pays, en France, on n'a pas ces feux de forêt qu'on peut voir dans le nord américain, mais à l'échelle mondiale, on se rend compte que cette pollution liée aux feux de forêt représente un vrai fardeau pour la santé publique et est en train quelque part, de contrebalancer tous les efforts de réduction, enfin, d'amélioration de la qualité de l'air qui ont été faits ces dernières années. On peut passer à la diapo suivante. Quelques éléments là aussi vraiment très rapides sur les liens entre climat et santé mentale. Donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé, on peut passer à la diapo suivante avec les effets de la chaleur sur les violences interpersonnelles, les accidents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, enfin, qui est observé en tout cas. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît? Un autre élément qui est là peut-être un risque nouveau lié au changement climatique, c'est celui de l'éco-anxiété, qui est loin d'être un phénomène anodin. On a toujours tendance à penser que c'est quelque chose qui touche quelques personnes privilégiées ou des jeunes d'autres. On a très récemment, en mars 2025, une étude assez complète de l'ADEME qui chiffrait en France à 4,2 millions de personnes, des personnes qui étaient frappées par un haut niveau d'éco-anxiété. Et donc, le rapport expliquait bien qu'à ce niveau-là, avec des niveaux d'éco-anxiété qui peuvent enclencher des symptômes, euh, vraiment, bah, on est vraiment sur une problématique de santé publique, avec des problématiques là autour de cette question. Le terme lui-même, hein, qui est peut-être mal nommé, l'anxiété, c'est une réaction inappropriée à un environnement normal. Et finalement, là, se ressentir une sorte d'émotion, enfin, des émotions négatives face à ce qu'on sait du réchauffement climatique, c'est plutôt une réaction normale dans un environnement qui ne l'est pas. Donc, on a cet enjeu de terme et la question de traiter cette question de santé publique sans la pathologiser, parce que finalement, encore une fois, c'est une réaction normale face à ce qu'on sait des conséquences du réchauffement. On peut passer à la suivante et encore à celle d'après. Donc, juste deux mots pour illustrer là aussi les impacts du réchauffement climatique sur le système de santé avec la diapositive. Donc, une illustration toujours sur cet été 2022, l'été des canicules. Au Royaume-Uni, un cinquième des hôpitaux, pardon, ont dû annuler ou reporter des opérations du fait de la canicule, simplement parce que leur système d'air conditionné, de climatisation, ne pouvait pas faire face à ces températures extérieures extrêmes. Report d'opération, et ça, on sait que pour des patients, ça se traduit par une perte de chance. Donc, une illustration également des limites à l'adaptation au changement climatique. Nous avons des dispositifs techniques pour s'adapter au changement climatique, mais ces dispositifs connaissent des limites. On peut s'adapter à un certain niveau de réchauffement, mais pas à tous. Et là, on a vraiment cette illustration assez éloquente de ce report d'opération
Et on peut passer à l'animation suivante. En France, on a eu également une autre illustration, ça a été les inondations sur la façade atlantique en 2024, qui ont causé donc des inondations dans des hôpitaux avec des événements qu'on n'avait pas connus jusque-là, hein, notamment des patients brancardisés afin d'être mis en sécurité dans les hôpitaux. Donc là aussi, hein, les hôpitaux, les infrastructures de santé sont également menacées par le changement. Et une dernière illustration, la diapo suivante, on a eu un exercice d'évaluation de risque, hein, pour la mairie de Paris. On sait que si Paris subissait une crue du niveau plus centenal, donc celle qui était niveau, observée au niveau de la crue historique de 1910, alors les hôpitaux auraient littéralement les pieds sous l'eau et on s'attend à une réduction de 40% de la capacité d'accueil des hôpitaux, alors même qu'on aurait très largement besoin de cette capacité d'accueil du fait des risques physiques engendrés par l'inondation ou des résurgences de maladies infectieuses. Donc voilà. Comme je vous disais, je voulais pas, l'idée n'est pas de faire un panorama exhaustif des liens entre changement climatique et santé. Ils sont virtuellement, on pourrait trouver des effets du changement climatique sur de tous les événements de santé. L'idée est d'illustrer ce que l'on risque de perdre en termes de santé publique des effets du changement climatique. L'important également, un point important, c'est qu'on a vu on a illustré le fait qu'on peut s'adapter jusqu'à un certain point. Le GIEC nous dit qu'au-delà de 2 degrés, il sera très difficile de s'adapter au changement climatique, ce qui met en avant l'autre impératif, celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre si on veut réduire, mitiger, atténuer les risques du changement climatique pour la santé. Et là, on l'a vu, on a affaire à un autre problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Nous ne sommes pas sur des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui nous permettent de tenir l'accord de Paris. Et c'est là où on se dit, où il y a peut-être un pari à faire sur la mobilisation des questions de santé pour pouvoir tenir ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la convergence des enjeux santé-climat qu'on va illustrer dans la deuxième partie de cet entretien et voir comment finalement la santé pourrait être un levier pour l'action climatique. Alors, les politiques climatiques, hein, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, si on veut caricaturer un petit peu, même sans trop caricaturer, pour résoudre la question climatique, on sait ce qu'il faut faire. Il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et pour cela, il faut donc réduire la place des énergies fossiles, donc pétrole, gaz naturel, charbon, dans le mix énergétique, c'est-à-dire dans nos chaudières, dans nos usines, dans nos voitures également. Les voitures, enfin le secteur des transports, qui est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut privilégier des transports moins émetteurs de gaz à effet de serre et moins polluants, les transports en commun, par exemple, ou ce qu'on appelle les transports actifs, la marche et le vélo. L'alimentation, donc le secteur agroalimentaire, est également un contributeur au réchauffement climatique, notamment par la partie élevage qui produit énormément de méthane. Et donc, réduire la part de l'élevage dans l'alimentation est également une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, hein, si on met cette feuille de route, d'un coup de baguette magique quelque part, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre en France ou sur un territoire de manière assez rapide. Le problème, c'est que dans cette perspective climatique, le cadrage nous pose quelques problèmes d'échelle. Le premier problème, c'est une échelle de temps. Ce sont des actions qu'on doit mettre en place maintenant pour des bénéfices climatiques qui vont être mis en place sur le long terme. C'est-à-dire que si demain la France devient neutre en carbone d'un coup de baguette magique, il faudra attendre des décennies, voire des siècles, pour que, enfin, même à l'échelle mondiale, si nous atteignons à l'échelle mondiale la neutralité carbone, il va falloir attendre des décennies, peut-être des siècles, pour voir les températures redescendre. Or, on sait hein, que les humains sont mal câblés pour consentir à des efforts, des sacrifices aujourd'hui dans la perspective de bénéfices futurs. C'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent, un biais cognitif qui est bien connu. Encore une fois, on n'est pas très apte à consentir pour des efforts aujourd'hui, seulement pour les perspectives de bénéfices sur le long terme. L'autre problème d'échelle, c'est également un problème de l'échelle collective versus individuelle, ou l'échelle locale globale, si vous préférez. Si la France met en place, ou l'Île-de-France, ou un territoire, ou l'Indre met en place d'un coup de baguette magique ces mesures, eh bien, le problème, c'est qu'il ne fera pas moins chaud en Indre qu'ailleurs parce que finalement, les bénéfices de l'action climatique sont dilués à l'échelle globale. Et donc, cette cas de figure où finalement les bénéfices sont partagés entre tous les acteurs, mais les efforts doivent être faits par les acteurs, on est dans un cas de figure qui, quelque part, justifie ce qu'on appelle la stratégie du passager clandestin, le fait que la meilleure stratégie dans ce cas de figure, c'est finalement d'attendre que les autres fassent l'effort et pas nous-mêmes, puisqu'on bénéficiera
de l'effort des autres. Donc là, on voit bien que la perspective climatique, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas très envie de le faire. Ça nous demande beaucoup d'efforts et la stratégie du passage clandestin ou le fait de préférer le statu quo et l'état actuel en vue des bénéfices sur le long terme nous permet pas vraiment, en tout cas freine, explique en partie du moins le fait que ces politiques climatiques ne sont pas mises en place d'un point de vue assez rapidement. Et ce qui est intéressant là, ça va être finalement de regarder ces mêmes politiques climatiques, mais cette fois avec la perspective de santé publique et pas la perspective climatique. Et on va voir que ici, cette perspective de santé publique, elle permet quelque part de réconcilier les échelles. Pourquoi? Parce que les mêmes politiques, hein, réduire les énergies fossiles, privilégier des transports moins polluants ou réduire des apports carbone dans l'alimentation, ces politiques qu'on devrait prendre pour des perspectives et pour des causes, enfin pour des bénéfices climatiques sont également des politiques qui vont améliorer la santé publique, hein, réduire la place des énergies fossiles dans le mix énergétique ou privilégier des transports moins polluants. C'est une façon d'améliorer la qualité de l'air, hein. On sait que la qualité de l'air en Europe, c'est plusieurs centaines de milliers de décès annuellement. Si on peut passer l'animation, s'il vous plaît, un petit chiffre sur les décès européens, 250 000 morts par an du fait de la pollution de l'air en Europe. Et là, je vous l'ai dit, hein, réduire les émissions, la combustion d'énergie fossile est une des meilleures façons de réduire la pollution de l'air. Privilégier des transports moins polluants comme les transports actifs, la marche et le vélo, mais également les transports en commun parce qu'on doit toujours marcher pour aller prendre son bus ou son train. C'est une façon d'augmenter l'activité physique. Or, on sait qu'en Europe, 40% des adultes manquent, sont en dessous des recommandations de l'activité physique hebdomadaire, ce qui cause environ 10% des décès. Et enfin, réduire la part de la viande dans l'alimentation, c'est également une façon d'améliorer la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires, hein. On sait que les Européens consomment en moyenne 2 à 3 fois plus de viande que les recommandations nutritionnelles. Donc là, on voit bien qu'on a une convergence entre des actions qu'il faut faire, des politiques qu'il faudrait mettre en place pour une perspective climatique. On a une convergence avec des objectifs de santé publique. Mais là où la perspective de santé publique apporte quelque chose en plus que la simple convergence d'objectifs, c'est, je vous l'ai dit, cette capacité à réconcilier les échelles. Pourquoi? Parce que là, on parle de bénéfices pour la santé publique qui ne sont pas des bénéfices de long terme, mais qui sont bien des bénéfices de court terme. Améliorer la qualité de l'air, augmenter l'activité physique, améliorer la qualité des régimes alimentaires, c'est un effort qu'on doit faire ou des changements qu'on doit conduire aujourd'hui, mais qui vont améliorer la santé publique presque immédiatement. On est sur là des bénéfices sanitaires qui vont se manifester à l'échelle de quelques jours, quelques mois, au pire quelques années, mais pas sur des échelles de temps aussi longues, hein, que les décennies ou les siècles pour que se manifestent les bénéfices climatiques de ces politiques. Est-ce qu'on pourrait passer l'animation, s'il vous plaît? D'autre part, donc on a vraiment ce fait que encore la prochaine, s'il vous plaît, enfin même les deux prochaines, des co-bénéfices de court terme, donc, et la suivante. Et l'autre point, l'autre réconciliation d'échelle, donc on a cette échelle de temps, quelque part, qui est réconciliée par l'adoption de la perspective santé sur ces politiques climatiques. Et l'autre, c'est la résolution, ce dilemme un peu local-global. Pourquoi? Parce que on parle là de bénéfices de santé publique qui vont être perçus localement par les populations qui consentent aux efforts. Comme je vous le disais tout à l'heure, si d'un coup de baguette magique, l'Indre devenait neutre en carbone, il ne ferait pas moins chaud en Inde qu'ailleurs dans le monde, mais les politiques publiques pour réduire les émissions qui auraient été mises en place dans l'Indre bénéficieraient aux habitants du département. Et là, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. L'autre point, c'est que ces bénéfices ne sont pas conditionnels à l'échelle globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si vous devenez neutre en carbone, mais que le reste du monde ne le fait pas, le problème climatique ne sera pas réglé. Là, le fait de mettre en place des politiques climatiques qui sont également bonnes pour la santé produit des bénéfices qui sont perçus localement. Donc là, c'est exit la stratégie du passager clandestin, parce que si vous ne faites rien, vous ne bénéficiez pas d'un point de vue de santé publique et qui ne dépendent pas de ce que font les autres. Quelque part, finalement, là, c'est ce qu'on appelle des stratégies sans regret. Pourquoi? Parce que même si on cible les États-Unis ou la Chine, par exemple, ne deviennent pas demain neutres en carbone, c'est pas grave. Les bénéfices de santé publique de ces politiques seront quand même ressentis par les populations qui auront consenti aux efforts. Donc voilà en quoi cette perspective santé, adopter cette perspective de santé face à des politiques climatiques est quelque chose qui permet de résoudre quelques problèmes de cadrage des politiques climatiques et qui peut apporter vraiment un argument en plus en faveur de ces politiques climatiques qu'il faudra bien mettre en place, hein, si on veut quelque part stopper le réchauffement climatique. Alors on peut passer à la diapo suivante.
Un point qui est important, c'est quand on essaie de visualiser l'ampleur de ces bénéfices pour la santé de politique climatique. Dans une revue systématique de la littérature qu'on a publiée un peu plus tôt cette année dans mon équipe, on a évalué toutes les études qui essaient de chiffrer l'éco-bénéfice pour la santé de politiques qui permettraient d'atteindre la neutralité carbone. Donc on est là sur la modélisation parce qu'aucune politique, aucun pays n'a atteint la neutralité carbone à l'heure actuelle. Mais ce qu'on voit dans ces études de modélisation, c'est que des politiques permettant d'atteindre la neutralité carbone dans différentes régions du monde pourraient réduire significativement les décès à l'échelle de régions. On parle de décès de politiques qui permettent de réduire de 1,5, voire jusqu'à en médiane, donc la moitié de ces politiques réduisent au moins 1,5% de tous les décès, évite 1,5% de tous les décès, avec des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 19-20% des décès prévenus du simple fait des co-bénéfices pour la santé publique de politiques climatiques. Donc là, on parle encore une fois de l'amélioration de la qualité de l'air, de l'activité physique. Toutes ces politiques climatiques sont en fait des politiques de santé publique avec un impact de santé publique, donc la réduction de plusieurs points de pourcentage des décès toutes causes, qui correspond vraiment à ce qu'on attend de politiques de santé publique ambitieuses. Donc ça, pour le reformuler autrement, des politiques de neutralité carbone sont des politiques de santé publique. Il faut vraiment les voir comme ça et le présenter comme ça. Elles permettraient d'avoir des bénéfices pour la santé qui sont ceux qu'on attendrait pour des politiques de santé publique ambitieuses. Le deuxième message de cette étude, c'est que certaines des études, enfin, au sein de ces études qu'on a analysées, certaines permettaient de chiffrer, de comparer d'une part les coûts de mise en œuvre de ces politiques, donc le coût, combien ça coûte de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et comparer ça aux bénéfices de santé publique. Et ce qui était vraiment éloquent, c'est que sur 13 études qui avaient fait cette analyse coût-bénéfice assez avancée, on se rendait compte que 11 études calculaient que les gains de santé, une fois qu'on mettait une valeur monétaire sur ces gains de santé, les gains de santé de ces politiques de neutralité carbone surpassaient les coûts de mise en œuvre des politiques. En d'autres termes, les co-bénéfices pour la santé publique de politiques de réduction des gaz à effet de serre surpassent les coûts de mise en place de ces politiques. Et ça, c'est un point très important. Ça veut dire que, quelque part, les bénéfices de l'action climatique surpassent les coûts de l'action climatique. On nous présente la transition climatique, la transition écologique est souvent présentée sous l'ordre des coûts. Mais là, ce que nous permet de voir la perspective santé quand on la met dans l'équation, c'est que finalement, ces politiques de neutralité carbone sont des politiques payantes d'un point de vue de la santé publique et même coût efficace, coût bénéfique, dont les bénéfices surpassent les coûts dans de larges mesures. Troisième message, là aussi qui est quelque chose qu'on a essayé de chiffrer dans une autre étude publiée l'an dernier, c'est que quand on parle de décarboner des secteurs, ben finalement, toutes les options de décarbonation ne sont pas forcément équivalentes pour la santé. Je vais vous donner un exemple issu des scénarios de neutralité carbone de l'ADEME, vous savez, l'Agence de la transition écologique en France, qui a raconté des récits, 4 scénarios selon lesquels la France pourrait atteindre la neutralité carbone. Certains de ces scénarios laissent plus de place au changement de comportement, au changement d'organisation des modes de vie. Ce sont les scénarios 1 et 2 sur la gauche, ou d'autres portent plus sur la technologie, les scénarios 3 et 4 à gauche. Et donc, pour décarboner le secteur des transports, vous avez plusieurs options. Soit vous faites l'hypothèse que les transports actifs comme la marche et le vélo augmentent, c'est ce qu'on voit dans le scénario 1 et 2 avec le nombre les kilomètres par personne et par semaine qui augmente très largement dans ce scénario de neutralité carbone, une façon de réduire les émissions du secteur des transports. Dans les scénarios 3 et 4, la neutralité carbone dans le secteur des transports provient essentiellement de l'électrification du parc automobile, qui est quelque chose de favorable à la pollution atmosphérique, mais on se rend compte qu'on passe complètement à côté des bénéfices associés à l'activité physique que va générer la marche et le vélo, et dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Et donc, quand on chiffre les bénéfices pour la santé de ces différents scénarios, avec ou sans hausse massive de la marche et du vélo, on peut passer à la slide suivante, on se rend compte que les scénarios 1 et 2, les scénarios qui font la part belle en transport actif, permettent d'éviter un nombre de décès très significatif dès l'échelle 2035, entre 10 000 et 20 000 décès évités en 2035 pour les scénarios 1 et 2, là où les scénarios 3 et 4, qui se basent beaucoup plus sur l'électrification du parc automobile, finalement passent complètement à côté des bénéfices liés à l'augmentation de l'activité physique liée à la marche et au vélo. Et donc voilà, un message ici, c'est que finalement, la dimension de la santé a également son mot à dire, son éclairage à apporter face aux choix à faire pour décarboner certains secteurs d'activité. Toutes les options de décarbonation ne sont pas équivalentes d'un point de vue de la santé.
Alors, comment, voilà, quelques exemples maintenant, parce que j'ai parlé de manière assez vaste ou assez abstraite de politique de neutralité carbone. Quelles sont ces politiques, quelles sont ces dimensions où on a vraiment des convergences très fortes entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique? Bien évidemment, la question du vélo, j'en ai parlé pour décarboner le secteur des transports, hein. Le vélo, c'est quelque chose qui est bénéfique à la fois pour la santé, on sait que ça prévient la mortalité, mais également les maladies chroniques, hein. On a plusieurs maladies chroniques qui peuvent être évitées du fait de l'activité physique, tout comme les émissions de CO2 du secteur des transports. Dans une étude qu'on a publiée l'an dernier, nous avons chiffré sur la base de la grande enquête qui est effectuée tous les 10 ans par l'INSEE de pratique des transports, enfin l'enquête de mobilité des personnes, nous avons chiffré que les niveaux de vélo en France tels qu'ils ont été mesurés à la fin des années 2010, donc en 2019 précisément, étaient très faibles, hein, par rapport à nos voisins. On fait moins de 10 minutes de vélo par semaine par habitant en France. C'est moins que, j'aime beaucoup ce chiffre, c'est 7 à 10 fois moins que les Hollandais de plus de 75 ans. Les Hollandais de plus de 75 ans font 5 à 10 fois plus de vélo que la moyenne des adultes en France. Eh bien, malgré tout, ce faible niveau de vélo en France permet déjà d'éviter chaque année autour de 2000 décès et près de 6000 maladies chroniques, diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et des cancers. Quand on chiffre les dépenses de santé évitées du simple fait des pratiques de vélo au niveau 2019 en France, on a près de 200 millions d'euros de dépenses de santé. Alors, c'est peut-être pas grand-chose sur le budget de la sécurité de la Sécu en France annuelle, c'est quand même à peu près 2 fois le budget de l'Institut national du cancer, hein, qui anime et qui monte des projets de prévention cancer. Donc c'est quand même pas rien. Et quand on regarde les coûts sociaux de santé évités pour chaque kilomètre, on se rend compte, on a fait cette estimation. Donc là, les coûts sociaux de santé, c'est la valeur qu'une société va mettre au fait de vivre en bonne santé. C'est quelque chose de plus large que des coûts médicaux directs, hein. On appelle ça également des coûts intangibles de santé. Et on a pu chiffrer cette relation que pour chaque kilomètre parcouru en vélo, c'est environ 1 euro de coûts sociaux de santé évités. Et donc là, vraiment un chiffre assez éloquent. Ce qu'on a pu chiffrer également, c'est que finalement, si on parvenait à passer de la voiture au vélo pour certains des trajets courts, un quart des trajets courts, on pourrait éviter encore plus de décès, donc presque autant, 2000 décès supplémentaires par le fait de remplacer le vélo, enfin, la voiture par le vélo pour des trajets de moins de 5 km, des trajets qui sont très faciles à faire en vélo, et on pourrait réduire de manière assez importante les émissions de CO2. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut faire largement mieux en termes de vélo en France et gagner à la fois sur le tableau du climat et de la santé. On peut passer à la suivante. Un autre exemple, là aussi très éloquent, des chiffres qui viennent du ministère de la Transition écologique, la rénovation énergétique des logements, qui est évidemment c'est un objectif de réduire les émissions liées au chauffage, hein, des bâtiments. Mais ce qu'on sait de la littérature, c'est que les personnes qui vivent dans des passoires thermiques ont également plus de chances ou de malchance de faire des événements de santé qui peuvent aller jusqu'au décès. Et dans ce chiffrage, donc, encore une fois, effectué par le ministère de la Transition écologique, il était estimé que les gains de santé liés à la rénovation thermique d'un logement pourraient permettre enfin, un gain, en tout cas d'euros pour la société, de l'ordre de 7500 euros par an pour chaque logement rénové. Donc, rénover un logement, finalement, en termes de coûts de santé évités, permettrait à la société de gagner environ 7500 euros par an. Si on rénovait toutes les passoires thermiques d'ici 2028, ce serait près de 10 milliards d'euros évités par an pour la collectivité. Donc là aussi, un abattage des émissions de CO2 là aussi. Donc une très belle illustration des co-bénéfices santé et climat dans le domaine des logements. Dernière dimension qu'on peut citer, mais on ne s'arrêtera pas là, hein, elles sont nombreuses, ce sont là les co-bénéfices ou la convergence entre des objectifs de nutrition et de santé publique. J'en ai déjà parlé pour l'illustrer, quelque chose qui est assez éloquent. Donc, une commission internationale a fait des recommandations de ce que devraient être des régimes dits planétaires. Une assiette ou un régime nutritionnel planétaire, c'est un régime qui a été, qui a été en tout cas dit, enfin, qui a été créé, ce régime planétaire qui a été créé, décliné pour différentes régions du monde pour s'adapter à différentes pratiques alimentaires et qui a été créé sur des critères nutritifs. L'idée de faire ces recommandations des régimes planétaires, à la base, c'était de les faire pour des objectifs de santé. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que d'une part, d'un point de vue santé, ça marche. Dans des cohortes de participants à l'échelle de l'Europe, on voit que les personnes qui suivent le mieux ces recommandations de la commission Eat Lancet sont ceux qui décèdent le moins, qui ont un risque moins de décéder. C'est ce qu'on voit en bas à droite
avec les courbes de survie qui augmentent, c'est-à-dire qu'on a plus de gens qui survivent s'ils suivent à l'échelle de 10 ou 15 ans, s'ils suivent au mieux ces recommandations nutritionnelles. Mais ce qui est également très éloquent, c'est que quand on utilise des analyses en cycle de vie sur les régimes alimentaires de ces personnes, on se rend compte que ces mêmes personnes donc, qui ont l'alimentation la plus saine ont également l'alimentation qui a la plus faible empreinte carbone. C'est ce qu'on voit en haut du diagramme. Donc, plus on va vers la droite, plus on suit les recommandations du HIT27 et donc on a ces régimes sains, vraiment qui conviennent à la santé, mais qui en plus ont une empreinte carbone réduite. Et le graphique du milieu, là, c'est l'empreinte sol. Donc, ce sont des régimes qui ont besoin de moins de terres arables. Donc, quelque part, on fait un meilleur usage des sols, ce qui est une meilleure nouvelle pour la sécurité alimentaire, mais également la biodiversité. Donc, voilà trois illustrations de ces convergences entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique. Je vais terminer là-dessus dans la prochaine slide. Donc, encore une fois, vous avez l'idée était vraiment de mettre en avant ce que peut apporter pour l'action publique, pour l'action climatique mondiale, l'adoption de cette perspective santé. Hein. Encore une fois, les politiques climatiques sont des perspectives de santé publique qui apportent un éclairage nouveau sur ces politiques climatiques avec cet effet comme je l'ai mentionné, de quelque part de réconcilier les échelles. La perspective santé, c'est ce qui permet de réconcilier l'échelle long terme, hein, l'objectif climatique, hein, l'amélioration du climat sur le long terme, avec une échelle de court terme, parce que les coûts-bénéfices pour la santé de ces politiques climatiques, ils sont vraiment pour le présent, pour ici et maintenant. Et donc, avec ce ici et maintenant, hein, l'effet également que ce sont des politiques climatiques qui bénéficient de manière locale aux populations qui font les efforts climatiques, on a également cette résolution de l'échelle locale avec l'échelle globale, là aussi, parce qu'on sait que la perspective climatique, le réchauffement climatique est un enjeu global. Et donc, avec les messages clés des études qu'on a essayé de produire ces dernières années, sur lesquelles on peut avancer avec l'animation, le fait de vraiment avoir en tête et de les présenter comme telles, hein, c'est-à-dire que des politiques de transition bas carbone, des politiques climatiques sont réellement des politiques de santé publique en termes des bénéfices sanitaires qu'on peut en attendre, mais également des économies en termes de coûts de santé, des coûts de santé directs et indirects qu'on peut là aussi attendre de politiques de transition climatique. On l'a vu également, on l'a mentionné, d'un point de vue de la santé, toutes les options de décarbonation ne se valent pas. Et ça, c'est important parce que quand on parle d'options, enfin en tout cas d'options vers la neutralité carbone, d'options de décarbonation, on va parler d'emploi, on va parler d'industrie, on parle jamais de santé. Et là, vraiment, les acteurs, la collectivité de la santé a son mot à dire sur les options et les politiques climatiques à choisir en vue de la neutralité carbone. Et l'autre point qui est lié à ce point, au point précédent, c'est également que ces notions de politique climatique sont essentiellement présentées dans le débat public sous l'angle des coûts. On peut et on doit également les présenter sous l'angle des bénéfices, en particulier des bénéfices pour la santé. Et pour ça, j'ai voulu illustrer dans la fin de ce topo les quelques exemples de convergence très forte entre des objectifs de santé publique, des objectifs. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous ai mis quelques références là aussi qui résument un petit peu dans des médias grand public comme Bon Pote ou The Conversation, quelques éléments qu'on a pu voir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Oui, on en a eu deux dans le webinaire, des questions donc, qui s'adressent à l'épidémiologiste, hein, puisque Oui, une question qui portait sur, si j'ai bonne mémoire, hein, c'était la slide sur les épisodes caniculaires. Donc, oui. en ce qui concerne le nombre de décès, est-ce que ce sont des décès en excès ou des décès anticipés, avec donc moins de décès dans la suite de ces épisodes? Et puis ensuite, une autre question toujours sur le chiffre des décès, mais sur leur comptabilisation en lien direct avec le réchauffement climatique. D'accord. Alors, pour répondre à la première question, je l'ai un petit peu mentionné avec cette notion d'âge au décès. Quand on a des décès qui sont anticipés, très souvent après coup, dans les mois qui suivent, dans les courbes de mortalité à l'échelle nationale, on observe moins de décès. C'est cet effet, alors on l'appelle en anglais l'effet moisson. C'est un terme vraiment mal choisi, je trouve. Sur les canicules, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a dans une certaine mesure une baisse des décès dans les mois qui suivent une canicule, mais cette baisse des décès, elle n'est pas du tout au niveau de la hausse précédente des décès. Donc, on a une partie des décès qui sont des décès anticipés, mais on a bien des décès qui sont là liés au réchauffement climatique et dont on peut penser qu'ils n'auraient pas eu lieu sans ces vagues de chaleur. Donc, on a la combinaison des deux, des décès anticipés, mais également des décès directement liés au réchauffement climatique.
Et pour la deuxième question, donc là, on est plus sur la notion de cause de décès. Ça, c'est très compliqué. Vous savez que quand un médecin arrive sur les lieux d'un décès pour déterminer la cause d'un décès, il y a des causes primaires, des causes secondaires, mais dans les canicules, les causes de décès, enfin, les causes de décès en temps de canicule sont très généralement rapportées à des causes cardiaques. La personne va être finalement décédée d'un arrêt cardio-respiratoire, d'une pathologie rénale, d'un œdème pulmonaire. Enfin, et c'est ça qui va être notifié dans les causes de décès. Donc, enfin, c'est extrêmement rare qu'un médecin mette sur un certificat de décès la cause de canicule. Or, on sait, et j'ai mentionné, que toutes ces pathologies, les pathologies cardiaques, rénales, cardio-respiratoires, sont augmentées en temps de canicule. Donc, effectivement, la cause directe du décès, ça va être une cause cardiaque, mais en lien avec le réchauffement. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas ces chiffres dans les causes de décès telles que le traite le CEPIDC, par exemple, le Centre d'épidémiologie des causes de décès en France, mais en regardant les chiffres au global, avec les approches plus épidémiologiques, là, on peut retracer, retrouver la hausse, enfin en tout cas visualiser la hausse de ces décès en lien avec la canicule. J'espère que la question, enfin j'espère que la réponse a été claire, que je peux la préciser au besoin. On a reçu deux nouvelles questions il y a quelques instants. Donc, il y en a une qui est générale que Mhm. je vous livre. Avez-vous des chiffres concernant l'impact individuel de ces mesures versus l'impact de mesures politiques globales? Alors, sur la question, j'imagine qu'on parle là d'impact climatique. De combien on peut réduire les émissions? Le chiffre, hein, pour un pays comme la France. Alors, c'est très dur de répondre au global. On va parler du cas français qui nous intéresse, je pense. On considère en France que un individu qui pourrait faire tous les efforts qu'il le peut à l'échelle individuelle et qui disposerait de ressources financières là, également pour le faire, peut réduire ses émissions, ou si tous les individus en France le faisaient avec des leviers individuels, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 20 à 25%. Ce qui est déjà important quand même. C'est-à-dire que juste avec des changements de comportement, on peut réduire son empreinte carbone individuelle, mais on voit bien que c'est pas du tout suffisant. Il faut des changements politiques pour y arriver. Si on additionne seulement des actes individuels, on n'arrive pas à la fin de l'équation. Donc, il faut des politiques publiques globales euh, pour, pour, pour être efficace d'un point de vue climatique, ce qui ne veut pas dire que les gestes individuels ne servent à rien. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants. Ils sont nécessaires, ils ont un impact. C'est la première chose qu'on peut faire. C'est ce qui crée également, quelque part, une demande politique, un effet d'entraînement. Donc, encore une fois, ces gestes individuels pour le climat, ce sont des gestes qui sont absolument nécessaires, mais qui sont loin d'être suffisants. Il faut qu'ils soient complétés par des politiques globales. Très bien, on a encore une question qui va permettre d'élargir la focale et peut-être donner matière à de nouvelles recherches scientifiques, puisque Mhm. la question est la suivante. Avez-vous réalisé de telles études sur les enjeux santé et biodiversité en lien avec l'approche One Health ou encore le concept de santé commune? Alors, Ouais. avez-vous connaissance de telles études? Alors, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES a commencé ce travail, c'est-à-dire de chiffrer ce que pourraient être les co-bénéfices pour la santé de scénarios qui répondraient à des objectifs de biodiversité. On a quelques éléments là-dessus, on commence à avoir des chiffres, alors pas aussi complets que pour le climat parce que la crise de la biodiversité est moins bien documentée que celle du climat. Néanmoins, on s'attend là aussi à des co-bénéfices assez forts. Je vais vous donner deux exemples, hein. Une des causes du déclin de la biodiversité, ce sont les pollutions chimiques, les pesticides, mais pas que, hein, tout ce qui est pollution chimique. Et on comprend bien que ça devient un enjeu de santé humaine, hein. On connaît hein, tous les chiffres sur la perte de fertilité, par exemple, hein, ou sur la hausse des cancers pédiatriques. Là, on a des présomptions très fortes sur des causes liées aux pesticides qui sont là aussi l'un des grands moteurs de la perte de biodiversité. Donc là, on voit bien comment, avec des actions de réduction des pollutions chimiques, pesticides notamment, on pourrait répondre à la fois à des objectifs de biodiversité et de santé publique, même si ça n'a pas encore été chiffré de manière aussi nette que pour le climat. On n'a que cette notion un peu de lien. L'autre exemple qu'on peut donner, ce sont les exemples liés aux espaces verts urbains, par exemple, qui est une façon, qui représente une façon de ramener de la biodiversité en ville, ces espaces verts urbains, et qui sont très favorables à la santé humaine là aussi pour vraiment plein de facteurs, hein. On sait que les espaces verts urbains sont favorables
d'un point de vue enfin, de la réduction du bruit, de la pollution atmosphérique, de la hausse de l'activité physique, de la hausse du lien social, de la santé mentale. Et donc là aussi, on a une belle mesure qui permettrait de répondre à la fois à des enjeux de biodiversité, des enjeux climatiques, parce que c'est également une façon de faire, enfin, une façon de s'adapter au climat, les espaces verts urbains, de réduire les îlots de chaleur urbaine, et également de répondre à des enjeux. Donc voilà, donc pour répondre vite, oui, on a ces convergences-là aussi. Elles sont très larges. Elles n'ont pas encore été chiffrées de manière aussi nette que pour le climat, même si on s'attend à ce qu'elles soient très largement positives. Très bien. Et je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Donc, c'est maintenant le moment de vous remercier, Kevin, pour votre présentation. Elle nous donne Merci à vous pour des clés l'invitation. pour nos actions. Je pense qu'elles mettent en lumière les enjeux croisés qui sont à la fois ceux de la santé et ceux des politiques de décarbonation. Ce qu'elle donne à voir, hein, peut-être tout particulièrement, on voit les engagements nouveaux de l'assurance maladie, notamment sur le champ des maladies cardiovasculaires et associées, le diabète également. Et on voit qu'on a une vraie raison d'agir sur le champ des politiques de décarbonation aussi pour faire face à ces enjeux de santé publique. Et puis, elle relégitime, hein, s'il en était besoin, les engagements de l'assurance maladie dans la politique sanitaire de transition écologique du système de santé, en allant peut-être vers une orientation qui soit plus intersectorielle, hein, c'est-à-dire notamment en partenariat avec les collectivités territoriales. Alors, vous l'avez peut-être noté, hein, un certain nombre de participants font partie de l'assurance maladie, donc ils sont au courant des engagements de la Convention d'objectifs et de gestion qui a été signée avec l'État. Donc, il y a des engagements de la CNAM, des engagements de l'ensemble du réseau. Peut-être l'illustration hein, d'actualité, c'est le concours d'innovation de l'assurance maladie hein, qui se tient cette semaine même dans les tout prochains jours, avec pour la première fois une sélection qui est ouverte aux projets de transition écologique. Donc, je pense, Kevin, qu'on va être amené à poursuivre nos travaux ensemble. Avec Et puis, plaisir. voilà. Et puis, je voulais remercier évidemment tous les participants à ce webinaire pour leur disponibilité en ce lundi matin. Hein. C'est pas forcément le bon créneau pour participer, mais on a été 66 participants et donc voilà, c'est un bon début pour la suite à mener sur nos actions au niveau assurance maladie. Merci à tous. Merci à tous et merci beaucoup, Jocelyn, pour l'invitation. Et à bientôt. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir.